deuxième partie de notre émission avec l'invité politique ce matin de la presse quotidienne régionale, des télés locales, des Indes radios et de TV5 Monde. Bonjour Marc Fesneau, Bonjour. Vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Oriane Mancini de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour. Et Stéphane Vernet qui dirige le bureau parisien de Ouest France, plus grand Bonjour. quotidien francophone français. Merci d'être avec nous. Marc Fesneau, vous allez rencontrer dans quelques minutes les parlementaires de La République En Marche. C'est votre métier, vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Êtes-vous ce matin sûr, convaincu qu'ils sont derrière le gouvernement à fond? Écoutez, moi j'ai assisté à la réunion de groupe hier avec le Premier ministre et un certain nombre d'autres ministres. Je pense qu'ils étaient à la fois satisfaits qu'on ait eu un dialogue et un débat avec eux, et deux, satisfaits pour avoir discuté avec eux après des propositions mises sur la table par le Premier ministre. Moi j'ai senti une majorité solide sur la nécessité de réformer le pays, et aussi solide sur la volonté de dialoguer avec les Français qui s'expriment depuis 3 ou 4 semaines. Donc j'ai pas d'inquiétude de cette nature-là. Vous n'avez pas entendu de voix discordantes Non, mais il y a des gens qui ont exprimé des voix et des propositions, et c'est normal dans une majorité. On ne peut pas à la fois faire le grief de dire ils sont godillots, et quand ils parlent de dire qu'ils seraient par nature frondeurs. Il faut apprendre en démocratie à débattre, et à débattre tranquillement. C'est peut-être d'ailleurs une des leçons à tirer de ce que nous vivons actuellement. Il faut apprendre à débattre tranquillement dans la majorité, avec l'opposition aussi, pour peu qu'elle soit un peu responsable. Et il y a, j'en suis certain, des gens qui sont responsables dans l'opposition, donc j'ai pas d'inquiétude de cette nature-là. Aujourd'hui, Oriane l'opposition est Mancini. responsable dans la crise actuelle. En tout cas, je vois un certain nombre de responsables, entre guillemets, politiques. Le entre guillemets porte sur responsable. Ils sont dit pompiers pyromanes, c'est même pas pompiers pyromanes, c'est pyromanes tout court. C'est-à-dire un certain nombre de gens Vous pensez à qui Non, mais j'ai entendu M. Dupont-Aignan en particulier. Claquer la porte des Oui, enfin, c'est consultations. même pas claquer la porte, c'est se mettre en scène lui-même comme si c'était sa personne qui comptait et son destin politique qui comptait. Moi, je pense que c'est le destin de la France qui compte dans les épisodes que nous vivons, la capacité que nous avons, parce que c'est aussi ça qu'on paye, à réformer le pays, à ce que ça soit compris par les Français au sens qu'ils le comprennent comme quelque chose qui soit juste et qui amène un progrès à terme. Et donc, dans ces moments-là, on a besoin de gens dans la majorité, évidemment, parce que nous sommes en situation de gouverner, mais aussi dans l'opposition, de gens qui disent « Ok, on pose des choses sur la table, on se met à travailler, on essaie de trouver des solutions. » Et pas simplement qui disent « Allez-y, j'ai même vu un ancien président de la République quasiment enfiler un gilet jaune en disant « C'est formidable, continuez. » Quand on a été 50 présidents de la République et qu'on n'a pas été capable, parce que c'est ça la vérité, de réformer le pays et de le conduire à un point plus positif qu'à son point d'arrivée, au point d'ailleurs de ne pas pouvoir se représenter, c'est plus que de la modestie qu'il faudrait avoir, c'est de la décence. Et je n'ai pas trouvé de la décence dans ce genre d'attitude. Parce qu'on n'a jamais intérêt à attiser les colères et à attiser les peurs. On a intérêt à poser des problèmes, à débattre, à se mettre d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord, si je peux dire les choses ainsi. Mais en même temps, quand on est responsable politique, responsable, c'est faire en sorte qu'on fasse évoluer les choses. Et c'est pas faire en sorte que les choses se dégradent. Personne n'a intérêt, en dehors des révolutionnaires que nous voyons fleurir ici ou là, à faire en sorte que le pays entre dans le chaos. Stéphane Vernet. Vous venez de dire que les parlementaires de la majorité étaient satisfaits des propositions mises sur la table. Est-ce qu'elles n'arrivent pas un peu tard et est-ce qu'elles sont à la hauteur des enjeux aujourd'hui ? Est-ce que le gouvernement, est-ce que l'exécutif n'a pas encore un train de retard par rapport à ce qui se passe ? Alors c'est toujours dans le débat public, c'est toujours trop tard, trop tôt. Et pour vous ? Non, moi je crois pas. En tout cas, moi je suis pas dans le moment où je regarde en arrière, où je fais un chemin historique et j'ai pas envie d'écrire. Mais vous des n'avez pages pas, historiques. le sentiment que le gouvernement a été trop lent dans ce dossier ? Moi, je pense sur qu'on le a pouvoir essayé de d'achat, prendre la par exemple, mesure. il y a- Je rappelle que le Premier ministre et le Président de la République avaient mis sur la table un certain nombre de moyens complémentaires. Et d'ailleurs, il faut reconnaître aussi aux parlementaires de la majorité d'avoir alerté, pour un certain nombre d'entre eux, d'avoir porté des amendements dès les premiers moments du budget pour faire en sorte que les dispositifs soient renforcés. Je pense un certain nombre de dispositifs autour de la transition écologique. Après, le mouvement a pris de l'ampleur, il faut en tirer conséquence. Moi, la seule chose qui importe pour moi, c'est qu'on puisse se mettre autour de la table, parce que moi, j'entends aussi beaucoup de gens qui ont envie de se mettre autour de la table, à la fois des gens qui sont dans la rue, puis des gens qui sont en situation de responsabilité locale, ou des gens qui sont, comme on dit, dans les corps intermédiaires et qui ont envie de poser l'ensemble des questions qui ont pu être posées par le Premier ministre hier. Pour parler concrètement de ce qui va se passer au Parlement, le Sénat a voté le gel de cette hausse. Donc à l'heure où on se parle, elle n'existe plus. Le Premier ministre hier a annoncé un moratoire et non une suppression. Est-ce que la semaine prochaine, lors du retour du budget à l'Assemblée, le gouvernement va rétablir la hausse dans le budget ? On a deux véhicules législatifs, ça ne vous aura pas échappé. Il y a le PLF. Le Premier ministre a annoncé hier que les évolutions de PLF, dans le PLF se feraient sans augmentation d'impôts, donc c'est clair. Après, on a un projet de loi de finances rectificative
au mois de mars-avril, puisqu'on a un projet de loi sur les finances des collectivités locales, mais c'est un projet de loi de finances rectificative. Et donc, les ajustements de projet de loi se feront à ce moment-là. Donc, clairement, pas de rétablissement de la hausse la semaine prochaine. Le Premier ministre vient d'annoncer qu'il suspendait la hausse. On va pas, notre parole, elle est crédible. Et si on veut être crédible devant les Français, c'est pas pour rétablir la hausse. Après, il y a des questions budgétaires qui vont être posées au printemps, parce qu'évidemment, cette mesure, elle a des conséquences budgétaires, et dans l'intervalle, il faut aussi en tirer les conséquences. Mais là aussi, on aura besoin de responsables qui diront qu'est-ce qu'on peut faire en plus, et puis aussi qu'est-ce qu'on peut faire en moins, parce que j'ai entendu à l'Assemblée nationale en particulier hier, un certain nombre de gens qui font fleurir un certain nombre de propositions. Je vois beaucoup de dépenses, je vois pas beaucoup de recettes, et il n'est pas question pour nous d'augmenter les impôts, et je vois pas beaucoup d'économies. Donc alors, le débat, il va servir à ça. Une compensation, hein. Vous allez la suivre, notamment sur les mutuelles. Oui, mais c'était une hausse de taxes pour les Français, hein, les mutuelles. Excusez-moi de vous le dire. C'était bien. C'était un mécanisme de vase communicant qui était proposé, donc c'est pas ça. Alors c'est quoi du coup? Comment on fait? Parce que là on estime qu'il va manquer. Prenons acte du fait qu'il va manquer. On parle de 2 milliards d'euros qui manquent. Donc vous avez effectivement une opposition qui propose de faire des dépenses plutôt que des recettes. Quelle est votre proposition? Quel est le plan? Quelle est la stratégie? Non, mais le Premier ministre a dit je mets sur la table une mesure d'apaisement qui permettra de remettre sur la table l'ouvrage sur le métier, comme on dit, pour regarder ces questions de fiscalité, de transition écologique et de mesures d'accompagnement. C'est ce temps-là qu'il faut mettre à profit. Je répète que nous avons un véhicule législatif au printemps prochain. Budgétaire. Ce sera à ce moment-là. Mais c'est à ce moment-là que les choses se caleront. Donc la feuille est blanche pour le moment. Mais ça tout reste à construire. Évidemment. On ne peut pas dire à la fois on se met en situation d'écoute, et c'est ce qu'a dit le Premier ministre, et ce qu'a dit le Président de la République, pour poser les choses en termes de justice fiscale, en termes de justice sociale, en termes de mesures de compensation pour ceux qui sont en situation difficile, et dire que la feuille ne serait pas blanche de ce point de vue-là. Elle n'est pas complètement blanche, parce qu'il y a quand même des éléments qui sont posés sur la table. Je rappelle que c'est non seulement sur la hausse de la taxe carbone et la convergence des ailes-essence, mais aussi c'est des mesures qui n'étaient pas forcément demandées au démarrage, mais de gel, des hausses de l'EDF, qui sont des mesures mécaniques, puisque c'est une trajectoire qui est connue depuis des années, et puis sur le gaz, le gazole non routier. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont mises sur la table. Je ne parle pas de la mesure sur, comment dirais-je, le contrôle technique. Je pense qu'il y avait aussi une incompréhension. Là aussi, c'est des mesures de transposition qui avaient été prises. On en prend la responsabilité. On est en situation d'essayer de résoudre les choses. Donc c'est tout ça qui est sur la table. La feuille n'est pas blanche du point de vue que sur la table sont posées des mesures d'apaisement. Et à partir de là, il faut travailler. Alors Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, et notre invité politique ce matin, vous parlez d'apaisement. L'image qui a frappé hier, c'est le président de la République hué, sifflé, alors qu'il se rendait au Puy-en-Velay, là où la préfecture avait brûlé d'ailleurs. Est-ce que c'est la personnalité d'Emmanuel Macron qui est visée? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut changer? Est-ce qu'il doit changer selon vous? Moi, je ne mettrai jamais en scène, ça peut arriver qu'un président de la République soit sifflé, c'est ni le premier ni le dernier. Ce que ça montre, et qui a fait aussi qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017, c'est une forme de rupture entre ceux qui gouvernent et les citoyens. Et donc c'est ce travail-là que nous avons à faire. C'est pas que le travail d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, il avait posé le diagnostic en 2017. Ce que nous avons à faire comme travail, c'est un travail de réconciliation des Français avec les gouvernants. Et ça, c'est un travail des parlementaires. Mais le président de la République, le peut-il avec ce niveau de popularité très bas, avec, vous avez vu ces images hier, s'il se rend donc moi, je connais la capacité. Pour connaître un peu le président de la République, je connais sa capacité d'écoute, sa capacité à se saisir de ce qu'il sent de la situation française. Il l'avait parfaitement perçu en 2017, parce que finalement, c'est comme en effet miroir ce qui se passe aujourd'hui, la même exigence qui est portée aujourd'hui que celle qui était portée en 2017. C'est une demande de réforme, de prise en compte de la réalité. Oui, ça fait 18 mois et notre travail à nous, c'est de poser sur la table un certain nombre de sujets, de faire en sorte qu'on trouve des solutions, parce que de quoi souffle le pays au fond, c'est l'affaire des réformes. Cette affaire de taxe carbone est de transition, plutôt que de la taxe elle-même, de transition écologique. Je regardais il y a quelques jours les prix du gasoil. Il y a 7 ou 8 ans, ils étaient au même niveau. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 7 ou 8 ans pour sortir les gens de cette dépendance? Nous, notre responsabilité, c'est pas que dans 7 ou 8 ans, on se retrouve avec une même crise qui serait liée à l'augmentation des cours du baril et qui fasse que des gens se trouvent en impasse budgétaire. Parce qu'une grande partie de l'impasse budgétaire dans laquelle les gens se trouvent, c'est une impasse liée à la dépendance au pétrole. Et donc il faut qu'on trouve des moyens d'accompagnement et de compréhension mutuelle pour faire en sorte que les gens puissent en sortir. Stéphane Vernet.
Christophe Castaner était auditionné hier au Sénat. Il a appelé les Gilets jaunes raisonnables à ne pas manifester samedi. Est-ce que vous estimez qu'il y a des risques? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre samedi prochain est-ce qu'il y a une escalade possible? Il y a évidemment une escalade possible, parce qu'on voit bien que... Une escalade jusqu'où? Est-ce que clairement vous redoutez des morts samedi prochain? Mais forcément, quand on est dans une escalade comme celle à laquelle on a assisté samedi, où il y a quand même des gens qui n'avaient qu'une volonté, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé avec justesse, des gens qui voulaient la mort de policiers ou de gendarmes. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui, par leurs attitudes... comment dirais-je, mettez les policiers dans des situations de guet-apens. Excusez-moi de vous dire, il y a eu la semaine d'avant, on l'a pas assez dit, parce que je pense qu'à un moment, il faut dénoncer aussi les violences avec fermeté, parce que j'entends M. Mélenchon dire je les excuse pas, mais je les comprends. Non, moi, je comprends pas la violence. Je suis désolé, je ne comprends pas la violence. Et je ne comprends pas qu'on puisse dire et cautionner, parce que quand on dit je comprends, c'est qu'on dit après tout, c'est légitime. Il n'y a pas de violence légitime dans ce domaine-là. Quand vous êtes à poursuivre des policiers pour leur tendre des guet-apens et vouloir leur mort, et quand vous êtes encore plus symboliquement, dans l'incendie d'une préfecture et le refus que vous faites aux pompiers d'intervenir pour éteindre un incendie dans une préfecture, c'est une tentative de mise à mort. Excusez-moi, juridiquement, ça porte des mots. Et donc, il y avait un préfet, il y avait des fonctionnaires, et c'est l'occasion aussi de leur rendre hommage, parce que tous ces gens-là, quand vous êtes dans un bâtiment, qu'il prend feu, et que personne n'est là pour dire, et c'est quand même regrettable, laissez passer les pompiers, ça veut dire qu'on est dans une situation de risque, et donc il y a forcément une crainte. Et donc, moi, je ne fais pas, comment dirais-je, je ne dis pas que tous les gilets jaunes sont comme ça, je ne l'ai jamais dit depuis le début de ce mouvement. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de gens qui ont envie de la radicalisation. Et cette radicalisation, il faut lutter contre cette radicalisation par les moyens que donne l'État. Et par ailleurs, les responsables politiques, ils doivent aussi avoir des paroles, ce que j'essaie d'avoir devant vous ce matin, des paroles apaisantes, et puis des paroles aussi de qu'est-ce que c'est que l'État de droit. Stéphane Vernet. Il y a aussi des lycées bloqués, des agriculteurs qui manifestent la semaine prochaine, la CGT et FO qui appellent à une grève dans le transport routier dès dimanche. Est-ce que vous redoutez une coagulation, une convergence des luttes? Oui, enfin, moi je pense un tournant dans le mouvement. Quand on est dans des moments éruptifs comme ça, il y a toujours des gens, individuellement ou plus collectivement, qui veulent se saisir des choses. Moi, je pense que dans le transport routier, il y a un certain nombre de choses qui ont été posées sur la table depuis un certain temps, et ce n'était pas lié au mouvement des Gilets jaunes et qui vont dans le bon sens. D'ailleurs, beaucoup de transporteurs le reconnaissent. Dans le monde agricole, c'est une demande autour d'accélération du processus de transposition, si je peux dire, de la loi État généraux de l'alimentation. Il faut travailler avec les uns et les autres, mais je pense que les uns et les autres sont en situation. Guillaume annonce à l'instant que les ordonnances sont reportées, qu'elles seront appliquées en janvier-février. Est-ce que là aussi c'est un recul? Est-ce que le gouvernement est encore en capacité de mener des réformes? Mais évidemment que le gouvernement est en capacité de mener des réformes, parce qu'il est en situation... D'abord de gouverner, qu'on a reçu un mandat des Français. Le mandat des Français, c'était de transformer le pays pour que ça aille mieux. Et c'est ça qui nous rappelle aussi, d'une certaine façon dans la rue, c'est l'exigence, c'était une exigence de transformation profonde, et en même temps une exigence de meilleure vie pour eux. Et c'est à ça qu'il faut être au rendez-vous. Mais après que le gouvernement changera. Vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Le calendrier parlementaire de la rentrée ne change pas. La réforme des retraites, vous êtes en capacité de la mener. On va regarder le calendrier. Je l'avais déjà exposé devant vous il y a très peu de temps, autant que je me souvienne. La réforme des retraites était plutôt prévue sur le deuxième semestre, puisqu'il y a une grande phase de concertation. Il faut une réforme des retraites. Excusez-moi, parce que c'est faute de ne pas avoir fait... Oui, mais est-ce que vous pourrez la faire? Mais on va Jean-Paul Delevoye, que vous connaissez, mène des travaux de concertation qui sont très importants, et il faut le faire devant les citoyens, parce que je pense qu'on a besoin d'un débat public, et il le fait très bien, à la demande du président de la République. Et s'il faut une réforme, la question... c'est la capacité de dialogue qui permet de rendre acceptables les réformes et qui donne le sentiment que la réforme, ça n'est pas un recul. La réforme, c'est pour faire avancer le pays et pour améliorer la situation des gens. C'est ça l'enjeu. La question, c'est que vous voyez bien que pour que les réformes et la transformation du pays puissent avoir lieu, l'idée, c'était que le gouvernement ou l'exécutif ne cède rien. Là, tout le monde a l'impression qu'il y a un recul. Moi, je vais vous dire. Et que la tension est telle que vous ne pourrez plus mener à bien les grosses réformes que vous voulez. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand vous avez des gens qui sont socialement acculés au pied du mur, et d'une certaine façon, ils le vivent à juste titre, souvent pour un certain nombre de ceux qui s'expriment, comme le risque, s'ils reculent d'un pas, de tomber dans l'oubli ou dans une espèce de falaise de perte sociale. Quand vous avez des gens qui sont dans cette situation-là, la question n'est pas de savoir si on recule ou pas. La question, c'est de savoir, c'est d'écouter les Français. Et donc, moi, j'ai aucun état d'âme avec l'idée qu'on puisse ajuster les choses quand les choses sont mal comprises. C'est la responsabilité des politiques de ne pas être aveugle. Et donc, on n'est pas aveugle, on écoute, on pose des choses pendant 6 mois et on travaillera avec les Français. Rapidement sur la réforme constitutionnelle, est-ce que dans le contexte actuel, vous nous dites aujourd'hui que ce sera toujours le premier texte examiné à l'Assemblée nationale en janvier? Le calendrier tel qu'il est posé. D'ailleurs, c'est peut-être aussi une occasion d'un débat.
Je l'avais dit en autre occasion devant la presse parlementaire la semaine dernière, je crois, à l'occasion d'un débat sur l'outil constitutionnel, l'outil de la révision institutionnelle, en quoi il peut servir mieux l'exigence démocratique et l'approfondissement de l'exigence démocratique et de faire en sorte que les citoyens se sentent, mieux représentés et mieux écoutés. Il y a un certain nombre de dispositions autour de la réforme du CESE qui était proposée, un certain nombre de dispositions autour de la réforme des pratiques parlementaires. Moi, je pense que ça va dans le bon sens et c'est ça qu'il faudra travailler. Et je pense que le débat parlementaire, il se nourrira aussi de ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tire exigence, que je pense que c'est un moment de vérité aussi démocratique. C'est comment on mène les débats d'un point de vue démocratique et comment les responsables publics se saisissent mieux des questions et sont mieux en interaction avec les citoyens. Marc Fesneau, vous êtes un proche de François Bayrou. On a entendu ces tacles, ces critiques à répétition, notamment sur la méthode ces derniers temps. Est-ce qu'il est en réserve de la République, François Bayrou ? Je ne sais pas s'il est en réserve de la République. En tout cas, il n'est pas en réserve de dire et d'exprimer ce qu'il a toujours fait de façon libre dans la majorité, ce qui lui paraissait être des besoins d'inflexion. Après, c'est bien que ça soit versé au débat. Moi, je pense que c'est toujours utile quand il y a des voix qui peuvent s'exprimer. Dans un cadre, moi j'entends François Bayrou et je parle avec lui très régulièrement quand vous pouvez l'imaginer. Nous, ce qu'on veut, c'est que le quinquennat réussisse. Ce n'est singulièrement pas ce que disent les oppositions. Les oppositions ont envie que le quinquennat soit inutile. Mais nous, on a envie que le quinquennat soit utile. Et François Bayrou le premier. Et donc, on va faire en sorte que le quinquennat soit utile. Merci. Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci. Vous nous quittez, vous allez notamment à la réunion des députés de la République En Marche. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Oriane Mancini, Stéphane Vernet, on vous garde. C'est le débrief de l'actualité dans un instant. Marc Fesneau quitte ce plateau, vous le voyez, et font leurs entrées. Patrice Moyon de Ouest France, qui était là dans la première partie de cette émission, et Jean-Baptiste Forêt, qui était également là dans la première partie de la Gazette des Communes. Messieurs, donc, le compte n'y est pas. Pour les Gilets jaunes, le moratoire sur les prix du carburant, ça ne suffit pas. Ils appellent à continuer, amplifier le mouvement. On a entendu Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, qui était sur notre plateau ce matin. On a vu par ailleurs que le président de la République a été sifflé lors de sa visite à la préfecture du Puy-en-Velay hier. Comment le gouvernement, Stéphane Vernet, peut se sortir de cette affaire, comme l'a expliqué Marc Fesneau, en dialoguant? Oui, alors c'est toute la question. C'est-à-dire que par le passé, le discours c'était il faut de la pédagogie, de la pédagogie, de la pédagogie. Là aujourd'hui, il faut dialoguer, dialoguer, dialoguer. C'est une évidence, mais comment on fait? Le problème, c'est que pour dialoguer, il faut être deux. Et on voit en l'occurrence que pour l'instant, une des grandes difficultés, c'est de trouver des interlocuteurs chez les Gilets jaunes pour nouer un dialogue constructif et sérieux. Et puis, est-ce que les gens parmi les Gilets jaunes, justement, ceux qui sont les plus remontés aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore en capacité d'écoute? Il y a quand même l'idée ou l'impression que l'exécutif a un temps de retard. C'est-à-dire que les annonces qui ont été faites par le Premier ministre hier, à la limite, on aurait dû les avoir dans la bouche du président de la République la semaine dernière. Et ce qui manquait hier, par exemple, c'est quelque chose de construit et de développé sur le volet pouvoir d'achat. Ça a été évoqué à travers le prix de l'électricité ou du gaz. Mais encore une fois, sur la base d'un moratoire, et c'est par rapport aux attentes, c'est pas suffisant. Et sur ce qui est devenu une crise de la représentativité, de la démocratie représentative, là-dessus, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments. Alors, il y a aussi ce qu'a stigmatisé le ministre des Relations avec le Parlement sur ce plateau il y a quelques minutes, c'est-à-dire les oppositions. On l'écoute, on revient à vous, messieurs. Je vois un certain nombre de responsables, entre guillemets, politiques, le entre guillemets porte sur responsable. Si on dit pompier pyromane, c'est même pas pompier pyromane, c'est pyromane tout court. C'est-à-dire un certain nombre de gens qui... Pensez à qui? Non, mais j'ai entendu M. Dupont-Aignan en particulier... Claquer la porte. Oui, enfin, c'est même pas claquer la porte, c'est se mettre en scène lui-même comme si c'était sa personne qui comptait et son destin politique qui comptait. Moi, je pense que c'est le destin de la France qui compte dans les épisodes que nous vivons, la capacité que nous avons, parce que c'est aussi ça qu'on paye, à réformer le pays, à ce que ça soit compris par les Français au sens qu'ils le comprennent comme quelque chose qui soit juste et qui amène un progrès à terme. Et donc, dans ces moments-là, on a besoin de gens dans la majorité, évidemment, parce que nous sommes en situation de gouverner, mais aussi dans l'opposition, de gens qui disent « Ok, on pose des choses sur la table, on se met à travailler, on essaie de trouver des solutions. » Et pas simplement qui disent « Allez-y, j'ai même vu un ancien président de la République quasiment enfiler un gilet jaune en disant « C'est formidable, continuez. » Quand on a été 50 présidents de la République et qu'on n'a pas été capable, parce que c'est ça la vérité, de réformer le pays et de le conduire à un point plus positif qu'à son point d'arrivée, au point d'ailleurs de ne pas pouvoir se représenter,
C'est plus que de la modestie qu'il faudra avoir, c'est de la décence. Et je n'ai pas trouvé de la décence dans ce genre d'attitude. Marc Fesneau, un ministre chargé des relations avec le Parlement, qui était exactement à votre place sur ce plateau il y a quelques secondes. Patrice Moyon. Bon, les oppositions, c'est vrai qu'elles sont multiples. Il parlait de François Hollande, premier opposant, Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, une opposition qui est qui est protéiforme. Pour reprendre une expression qui a été utilisée l'une des difficultés aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de véritable opposition structurée et que le mouvement des Gilets jaunes n'adhère pas plus aux différentes oppositions qu'à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un mouvement de dégagisme. Et je pense que Marc Fesneau, quand il parle aujourd'hui d'un moment de vérité démocratique, n'a pas tort. Donc est-ce que les oppositions sont capables effectivement de travailler, en tout cas de se hisser un peu à la hauteur des enjeux et de l'intérêt général? Avec le monde agricole qui bouge, qui va bouger la semaine prochaine, les lycées, avec des blocages de lycées un peu partout sur le territoire d'ailleurs, les routiers, transporteurs, les ambulanciers, on l'a vu d'ailleurs à Paris, ils ont bloqué la place de la Concorde. Donc tout ça fait beaucoup, une addition, une convergence des luttes. Jean-Baptiste Forêt ou pas? Écoutez, il faudra quand même voir ça à l'usage. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment sorti de la bienséance républicaine, y compris avec des élus issus de partis de gouvernement. On a quand même remarqué l'absence de Laurent Wauquiez dimanche soir, quand la ministre des Territoires est venue au Puy-en-Velay, sur le théâtre quand même de très graves incidents dimanche soir. Laurent Wauquiez a brillé par son absence. Le pouvoir lui-même a quand même une petite part de responsabilité dans tout ça. Il a quand même électrisé, hystérisé le débat. Enfin, on se souvient quand même de Gérald Darmanin parlant de peste brune. Enfin, certains sont quand même allés extrêmement loin. Emmanuel Macron, sur ces images, pendant que vous parliez au Puy-en-Velay. Stéphane Vernet, après les annonces d'Édouard Philippe, au fond, les gilets jaunes aussi entre pouvoir d'achat et chute des institutions. C'est le président de la République qui est en jeu directement. Oui, alors on le voit dans les cortèges, effectivement, il y a... Moi, ce qui m'a frappé samedi... Sa légitimité, j'allais dire. Ce qui m'a frappé samedi dernier à Paris, sur les manifestations, par rapport au samedi d'avant, parce que j'ai fait les deux, c'est que samedi dernier, autour de la place de l'Étoile, il n'y avait plus de slogan. Il n'y avait pas de demande. La seule chose qui émergeait... on n'était vraiment pas dans une manif classique, c'est-à-dire que la seule chose qui émergeait, c'était la détestation du président de la République. Il n'y a plus que ça qui s'exprime. Moi, ce qui me frappe, et pour revenir par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est que j'ai le souvenir, après l'élection d'Emmanuel Macron, qu'il y avait une espèce de bienveillance qui s'affichait, y compris dans les rangs de l'opposition, qui était un peu déboussolée, qui avait été mis cul par-dessus tête par la vague En Marche, qui disait, mais finalement, beaucoup disaient, nous, ce qui nous intéresse, ou ce qui nous importe, c'est que la France se porte bien, se porte mieux, et c'est que le pays réussisse. Il y avait une espèce de discours qui se voulait transcendant, aller au-delà des partis, etc. Et quel contraste un an et demi après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à quoi on assiste dans les rangs de l'opposition et dans les rangs des politiques, à une espèce de front uni, mais dans le sens inverse, en disant, tiens, si on a le sentiment qu'ils se disent tous, si on pousse un peu fort, effectivement, il peut tomber. Et du coup, vous avez une espèce de coalition des déçus de la présidentielle et des législatives qui se disent, tiens, on peut revenir. Et dans les rangs des manifestants, il y a cette idée-là aussi, qui est finalement, il n'y a pas de convergence des luttes en réalité. Par contre, il y a une conjugaison des colères et ce sentiment que si on pousse un peu fort, on peut faire tomber la machine. Et ça, potentiellement, c'est très dangereux. C'est dû à quoi? À son score à l'élection présidentielle, c'est 24% dont on parle tant, et qui, au fond, est un score assez réduit. Il n'y avait pas une adhésion forte. On dit qu'Emmanuel Macron, vous le savez très bien, a profité d'une fenêtre, au fond. Mais en fait, il a bénéficié du dégagisme lui-même il y a un an et demi. C'est-à-dire que le dégagisme, qui est un mouvement de fond qui touche tous les pays occidentaux, a touché aussi la France. Sauf qu'il y a un an et demi, c'est Emmanuel Macron et c'est En Marche qui en ont bénéficié. Aujourd'hui, on sent on a l'impression, encore une fois, que ce dégagisme qui lui a profité aujourd'hui... Mais très peu de temps après, un an et demi. Oui, et alors après, sur la question des 24%, moi je pense que ce n'est pas la vraie question. C'est-à-dire que nos institutions et notre système est fait comme ça.
ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des gens qui disent mais finalement on n'en veut plus de ce système, on estime qu'on est mal représenté. Mais certes, il a été élu avec 24%, mais en même temps, je suis toujours frappé de voir un certain nombre de gens qui manifestent aujourd'hui parmi les Gilets jaunes, et quand vous discutez avec eux, vous leur dites mais pour qui vous avez voté? Beaucoup disent mais moi j'ai pas voté. Et le problème, c'est que s'ils vont pas voter, s'ils font pas leur devoir de citoyen, s'ils choisissent pas, c'est difficile après de dire mais finalement c'est pas celui-là qu'il fallait prendre, mais qu'ils aillent voter, qu'ils aillent s'exprimer au moment où le scrutin est ouvert. On va écouter Christophe Castaner qui a lancé un appel à ne pas aller manifester samedi. On va essayer de regarder ensemble qu'est-ce qui peut se passer samedi. Je voudrais profiter de ce moment d'audience pour, avec vous, porter un message essentiel, qui est celui de l'appel au calme. Et j'invite les Gilets jaunes raisonnables, ceux qui ne soutiennent pas l'action violente, à se désolidariser des extrêmes et à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain. Voilà. Christophe Castaner devant la commission du Sénat hier, Jean-Baptiste Forêt. Donc, il appelle à ne pas manifester, mais il faut expliquer aux téléspectateurs, ce n'est pas une interdiction de manifester. Qu'est-ce qu'ils espèrent, le gouvernement ? Au fond, qu'en disant ça, les Gilets jaunes vont moins monter à Paris. Vous êtes à la Gazette des communes, donc vous connaissez bien les régions. Quand on le voit à l'image, il paraît lui-même pas tellement convaincu par ses propos. On a affaire à des éléments de langage traditionnels. Il joue son rôle de ministre de l'Intérieur, de chargé du maintien de l'ordre, mais dans les faits, on constate quand même une fracture extrêmement grande, un fossé qui est en train de se creuser entre les Gilets jaunes et le pouvoir. C'était flagrant quand même hier. Ils ne parlent pas la même langue. Je veux dire, quand le Premier ministre parle de moratoire, de concertation décentralisée, de rapport prospectif, on est dans le sabir technocratique et on n'est quand même pas du tout dans le type de réponse qu'attendent les Gilets jaunes. On regarde les images de samedi dernier pendant que vous parlez. Patrice Moyon, il peut se repasser la même chose à Paris samedi? Il y a de légitimes raisons d'être inquiet et on voit bien que le ministère de l'Intérieur est à la recherche d'une stratégie pertinente pour faire face aux heurts, sachant qu'il y avait des petits groupes de casseurs mobiles qui étaient en général plus rapides que les forces de l'ordre. Donc c'est le vrai risque, c'est ça, c'est des violences avec un dérapage à un moment ou à un autre. Avec en toile de fond, Stéphane Vernet, la difficulté pour le gouvernement de trouver des interlocuteurs. On a vu sur tous les plateaux télévisés hier soir des Gilets jaunes qui ne communiquent pas entre eux, qui ont du mal, vous avez entendu l'un d'entre eux même, de se faire rappeler par les autres, alors qu'il allait communiquer. C'est vrai que pour le gouvernement, c'est très compliqué de définir avec qui faire. Mais c'est une situation totalement inédite pour le coup. Et effectivement, ça ajoute, encore une fois, pour dialoguer, il faut être deux. À partir du moment où le mouvement ne se structure pas, il ne sera pas en capacité de porter un cahier des charges structuré, réaliste, qui pourra servir de base à la négociation. Et ce à quoi on assiste, en fait, on parle beaucoup du recul des corps intermédiaires. L'autre chose qui est quand même très étonnante, c'est que on a vu au cours des 18 premiers mois de cette nouvelle présidence que les corps intermédiaires, donc les corps intermédiaires, c'est tout ce qui permet de faire la médiation entre le citoyen, lambda, vous, moi, les Français individuellement, et puis le pouvoir. Donc c'est à la fois les partis politiques, les élus locaux, les syndicats, les associations. On voit que dans toute la première phase de ce quinquennat, il y avait une volonté de réformer très vite, très fort, et qui a amené le pouvoir en fait à bousculer, je ne vais pas dire mépriser, mais ni mépriser ni dénigrer, mais parfois faire l'impasse ou malmener un peu les corps intermédiaires sous toutes sortes de dossiers en disant finalement on peut avancer sans vous n'avez qu'à suivre. Et aujourd'hui le résultat c'est quoi? C'est que je pense que ça a participé aussi en décrédibilisant les corps intermédiaires à les affaiblir. Et aujourd'hui, on a ce mouvement spontané de citoyens qui eux-mêmes disent nous, les corps intermédiaires, on n'en veut pas. On veut discuter directement avec le président de la République, avec le Premier ministre. On veut, quand on les rencontre, quand on leur parle, on veut que ce soit retransmis en Facebook Live, etc. Enfin, des pratiques qui sont inconcevables
pour le pouvoir vieille école et qui font que finalement ils n'arrivent pas à se comprendre et ils peuvent pas dialoguer. C'est l'ancien monde, terrible. là Ben voilà, ce qui est terrible, c'est que quand En Marche accède au pouvoir, ils arrivent avec cette image de nouveau monde. Et aujourd'hui, cette crise-là les fait apparaître eux comme l'ancien monde dépassé par rapport à des pratiques, encore une fois, totalement inédites, et personne n'a la clé aujourd'hui. Alors, on me signale que Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, à propos de l'impôt sur la fortune immobilière, a déclaré « Si ça ne fonctionne pas, on y reviendra ». Un recul de plus, Jean-Baptiste Forêt ? Je ne sais pas, parce que c'est quand même l'un des marqueurs d'Emmanuel Macron. Il ne peut quand même pas tout passer par perte et profit. Il faut quand même voir à l'examen si cette déclaration est suivie des faits. Par le gouvernement quand même. Oui, bien sûr. Mais ça dénote quand même une forme, je ne sais pas, une forme de flottement. Une forme de flottement. Hein. C'est parfois un petit peu panique à bord ces dernières semaines, ces derniers jours. On voit bien quand même la faiblesse aussi du dispositif humain de la Macronie. On a très peu de gens qui tiennent la baraque. Hein. Christophe Castaner est aujourd'hui très très contesté au ministère de l'Intérieur. Il y avait hier dans Le Monde une interview de Bernard Cazeneuve. Je pense qu'il manque un Bernard Cazeneuve dans ce gouvernement, certainement. Patrice Moyon, cette affaire d'ISF, ça a quoi ? Ça a permis quoi aux Gilets jaunes aujourd'hui, j'allais dire, d'en être là où ils en sont, de fédérer ces mobilisations. C'était un marqueur qui finalement, aujourd'hui se retrouve un peu partout dans toutes les revendications. Au moins, ils sont d'accord, j'allais dire, tous là-dessus. Il y a en tout cas une demande d'équité, de justice fiscale. C'est ce qui ressort aussi de ce mouvement. Et le gouvernement, Emmanuel Macron, avait choisi, avec la suppression de l'ISF, d'envoyer un signal fort à destination des investisseurs étrangers, mais il a sous-estimé cette colère latente qui était dans la société française. C'est un révélateur. C'est un révélateur, et c'est un révélateur aussi des inégalités qui traversent les sociétés contemporaines. Donc c'est les mal-aimés de la République, les sans-voix qui disent mais et nous, c'est toujours nous qui nous sommes nous assumons toutes les conséquences des transformations de la société. Stéphane Vernet, il y a une France qui marche et une France qui marche plus du tout. Et au milieu, c'est plus compliqué. Ça s'est resserré. Moi, je pense que c'est plus compliqué que ça. Et on voit la popularité aussi du mouvement. On voit les sondages d'opinion qui continuent à montrer que les Français soutiennent massivement le mouvement à plus de 70%. Donc, c'est pas juste une histoire de France qui marche et qui marche pas. Je pense que moi, je suis très d'accord avec ce que vient de dire Patrice Moyon sur en fait, c'est aussi cette révolte des Gilets jaunes, c'est aussi celle des gens qui disent mais c'est toujours au même qu'on demande de payer. Et à un moment, on a fait le lien avec la ruralité, mais en disant ils veulent plus de services, mais ils veulent payer moins de taxes, c'est incohérent. Si, il y a une cohérence, c'est-à-dire que dans les campagnes, dans les zones périphériques, ce qu'on appelle les zones périphériques ou ces secteurs urbains ou périurbains, ou ruraux, les gens ont le sentiment qu'on leur demande toujours de payer depuis des années sous forme de taxes, d'impôts, etc. Mais ils ont accès à de moins en moins de services. Alors si en plus les riches qui sont plutôt en ville et qui ont accès à tout, eux, ne payent plus ou on leur demande moins, il y a ce sentiment d'injustice profonde qui explique que le mouvement, il part de loin et il est parti pour durer. Stéphane Vernet, Patrice Moyon de Ouest France et Jean-Baptiste Forêt de la Gazette des Communes. Merci, on va regarder ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les journaux télévisés hier soir, les émissions politiques, les plateaux sur les chaînes et les matinales d'infos ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après. Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Je suspends, pour une durée de 6 mois, ces mesures fiscales. Le compte n'y est pas parce qu'on est sur quelque chose de provisoire, de temporaire, qui est juste là pour essayer d'apaiser les tensions. Moi j'appelle les Gilets jaunes vraiment à mesurer l'acte fort posé par le gouvernement. Ça a été dit avec des mots là aussi importants. La ficelle est un peu grosse. On a bien compris que ce moratoire, c'est-à-dire ces 3 à 6 mois de gel des taxes, amèneront le gouvernement, qui a indiqué qu'il ne voulait pas changer de cap, à revenir avec les mêmes taxes et les mêmes hausses. Toutes ces questions-là, nous voulons les poser. Nous voulons les poser dans le calme. Et il y a beaucoup d'endroits
où on peut discuter dans le calme, et je suis sûr que cet hémicycle peut constituer un de ces endroits. Je l'espère d'ailleurs, parce que sinon c'est très inquiétant pour notre démocratie. Honnêtement, le gouvernement a fait un geste, une miette à tempérament, qui va s'arrêter dans 6 mois après les élections. On ne peut pas se contenter d'un moratoire. Aujourd'hui, les Français attendent des décisions définitives. Oui, temporairement, nous marquons une pause sur la question de la fiscalité écologique, car en effet, c'était devenu un symbole nécessaire pour ramener une forme de paix sociale. Si les impôts baissent, il faudra que les dépenses baissent, car nous ne voulons pas léguer des dettes à nos enfants. Ces dettes sont déjà considérables. Je ne suis pas certain que le gouvernement n'ait pas, pour partie, déjà tiré les conclusions de la concertation qu'il ouvre. Puisqu'il nous dit, réponse classique de la droite, eh bien ce sera moins d'impôts pour moins de services. En juillet, on recommence à les augmenter ? C'est assez peu probable. C'est assez peu probable que ça se passe comme ça. La volonté du président de la République et du Premier ministre, c'est de rassurer, c'est de dire « je vous ai entendu, j'ai entendu ce mouvement ». On nous dit « ça vient trop tard ». Mais bien sûr que ça vient trop tard. Si c'était venu avant, il n'y aurait pas eu de mouvement. Le gouvernement vient dire « nous avons raison ». C'est nous qui avons raison. Alors vous êtes agacés. Bon, allez, on fait une pause, on reprendra ça dans 6 mois. Il veut se donner une respiration pour que le mouvement baisse et qu'il puisse réentortiller tout le monde. Donc moi, j'espère que le mouvement continue. J'invite les Gilets jaunes raisonnables, ceux qui ne soutiennent pas l'action violente, à se désolidariser des extrêmes et à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain. Les Français ne veulent pas de cette taxe. La repousser de 6 mois, ça n'a pas de sens. Il faut juste l'annuler. Et je souhaite, je le redis solennellement, que le président de la République s'exprime lui-même avant samedi. Voilà, dans un instant, troisième partie de notre émission avec l'actualité parlementaire et politique. À tout de suite.